Les chiffres seuls dans un tableau, c'est pas mal, mais c'est pas toujours très lisible. Dans ce module, on va apprendre à transformer tes données en graphiques simples, efficaces et compréhensibles d'un coup d'œil. La formation Excel complète, qui est totalement gratuite, est accessible en cliquant sur le lien en description. Tu pourras accéder à une cinquantaine de vidéos courtes pour comprendre les bases Excel et mettre en pratique avec des fichiers que je te mets à disposition, avec également des petites corrections que je te fais en vidéo. Allez, maintenant, c'est parti pour le module. Tu as les graphiques qui te permettent de transformer tes nombres en images un peu plus claires, plus parlantes, comme celle-ci. Donc ça va tout de suite donner un peu plus vie à tes données. Et en plus, c'est à la fois plus esthétique et c'est souvent un moyen de convaincre ou de guider pour un peu plus comprendre rapidement ce que tu veux montrer. Donc ici, donc tu as 4 exemples de graphiques, hein, tu peux en faire totalement d'autres, mais ça te donne une vision de ce qui est possible de faire. Pour cela, on utilise beaucoup le menu insertion et la partie graphique, avec à la fois des graphiques recommandés, mais aussi différents types de graphiques. Comme celui-ci où tu as surtout des courbes qui montrent une évolution au cours du temps. Donc là, par exemple, c'est l'évolution au cours du temps des ventes, les ventes qu'on voit ici sur le tableau. Donc là, c'est uniquement associé au grimoire ancien. Donc en février, on a une vente plus élevée et en mars, c'est revu à la baisse. Ensuite, ici, tu as un graphique qui représente le chiffre d'affaires mensuel par produit. Donc c'est sous forme d'air cette fois-ci, avec une décomposition du chiffre d'affaires mensuel suivant tes produits. Donc on voit que le grimoire ancien a une grosse part dans le chiffre d'affaires. Et la peau de basilic aussi est pas trop mal. Donc ça permet à la fois de voir la répartition entre les différents produits ici, mais aussi le volume de chiffre d'affaires. Ensuite, là, tu as un graphique de type colonne ou barre qui vient comparer plusieurs catégories. Donc là, c'est plusieurs catégories de produits. Ça représente ici donc le chiffre d'affaires total par produit. Donc ça fait appel à cette colonne vente totale. Et enfin, tu as les secteurs, ou plus couramment appelés camemberts. C'est vrai, ça ressemble plutôt à un camembert. Donc ça affiche la répartition d'un tout, avec notamment des pourcentages. C'est un peu la même chose que celui-ci, mais avec une vision un peu plus visuelle de la répartition. Donc là, on voit que le produit qui rapporte le plus, donc c'est le grimoire ancien, puis ensuite la peau de basilic, et après il y a le masque rituel et la corne de licorne qui sont assez proches. Donc ces 4 graphiques types, que l'on peut faire, tu peux en faire d'autres, il y a d'autres, possibilités. Mais après c'est bien aussi de pas trop multiplier les types de graphiques sur une même présentation parce que ça peut rendre la chose un peu plus brouillon et ton objectif en général quand tu fais un graphique, c'est de rendre l'info beaucoup plus claire. Et de fait, tu vois un petit peu l'utilité de chaque type de graphique suivant le contexte. La courbe, elle est utilisée pour les flux du temps, pour montrer une évolution dans le temps. Le camembert, il va te permettre de diviser un trésor, de voir la répartition des ventes ici. Les barres, bah là, ça va être plutôt pour comparer, on va dire, les forces de plusieurs produits. Tu vois que chaque graphique a ses avantages et permet de mettre en valeur pas mal de choses. Ok, maintenant, on va voir pour créer nos graphiques qu'on a vu tout à l'heure à partir de ce tableau structuré. Donc, je vais cliquer sur ce tableau-là, sur une des cellules. Puis, sur le ruban, je vais dans Insertion. Puis, bah, j'ai l'option de directement cliquer sur Graphique recommandé pour voir ce qu'il me propose directement. J'ai le choix, j'ai notamment ici les aires empilées qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je clique sur OK. Et directement, j'ai un graphique qui représente les ventes, on va dire cumulées, mensuelles, sous forme d'air. Donc même chose, je reclique sur mon tableau et je vais dans le menu insertion. Donc je peux directement cliquer sur les petites icônes suivant le type de graphique que je veux faire apparaître. Donc par exemple, si je veux plutôt des courbes, donc je vais plutôt ici. Allez, ce type de courbe, OK. Comme tout à l'heure, il m'a détecté automatiquement mon tableau. Par contre, en abscisse, il m'a mis les différents produits. Alors que j'aurais préféré avoir une évolution temporelle, donc avoir en abscisse les mois, janvier, février, mars. Alors que ici, ils sont en légende. Donc ça, je peux le faire facilement, hein, de faire en sorte que les ventes soient en abscisse et que les produits soient plutôt en légende. Donc pour ça, il faut que je sois sur mon graphique et sur l'onglet création de graphique, j'ai intervertir les lignes et les colonnes. Si je clique dessus, tu verras que automatiquement, il fera ce que j'ai demandé. Donc voilà, donc là, il m'a sélectionné par défaut tous les produits parce qu'il prend l'intégralité du tableau, pour faire, le graphique. Après, donc tu as aussi la possibilité de sélectionner en amont uniquement les parties du tableau que tu veux faire apparaître. Donc par exemple, si tu veux uniquement faire apparaître le grimoire ancien, bah, tu vas sélectionner, uniquement cette partie-là. Puis après, tu vas dans insertion, courbe
Donc là, pareil, il faut faire intervertir les lignes et les colonnes. Et là, tu auras l'évolution au cours du temps des ventes du grimoire ancien uniquement. Même chose, hein, si tu veux le faire pour un autre produit, veille quand même à bien avoir la première ligne d'en-tête de sélectionner. Ça te permettra d'avoir directement le nom de tes légendes et tout. Et après, bah, tu fais contrôle plus coquille de sirène. Si c'est la ligne que tu veux faire apparaître, tu peux même en faire apparaître une deuxième, hein, pareil, il faut juste penser à faire un petit contrôle, plus clic. Et après, dans insertion, courbe 2D. Voilà, donc là, pareil, intervertir la ligne et les colonnes, c'est tout de suite plus parlant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme graphique? Donc je reviens sur mon tableau, je vais dans insertion. Bon, il y avait les camemberts, donc ici, j'ai différents formats, hein, donc après à toi de voir, ce que tu préfères. Celui-ci est plus classique. Là, il m'a pris uniquement le mois de janvier. En effet, on ne peut pas tout faire apparaître sur ce graphique, à moins de faire une colonne, totale peut-être. Donc là, il m'a pris, les ventes du mois de janvier. Donc je peux voir qu'il m'a pris le mois de janvier, ce qui m'a déjà il m'a mis le titre vente janvier et en plus quand je clique sur mon camembert, je vois que, bah, j'ai bien les données de janvier qui sont sélectionnées. Dernier exemple de graphique avec les colonnes ou les barres, donc insertion, ce serait peut-être plutôt celui-ci. Je peux les avoir soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Voilà, sachant que là, il y a la version, cumulée. Donc là, pareil, hein, je peux aussi intervertir les lignes et les colonnes si je le souhaite. Ça dépend ce que je souhaite faire apparaître. Ici, ce sera plutôt pour avoir la vision, mensuelle, alors que cette vision-là, c'est plus pour voir l'importance des ventes de chaque produit. On va laisser ce type de graphique-là, ça ira très bien. Parfois, tu as des tableaux un peu plus complexes où tu as pas mal de données. Et là, si tu vas sur ce tableau-là et que tu vas dans insertion et que tu veux créer un graphique, les graphiques qu'ils vont te proposer, ils vont être peut-être pas mal, mais tu auras beaucoup trop d'informations sur ces graphiques parce qu'il va automatiquement tout prendre tes informations. Donc pareil, bien penser à sélectionner les colonnes qui nous intéressent sur notre graphique. Par exemple, si on veut faire apparaître, allez, uniquement la quantité mensuelle, on va sélectionner nos produits, puis on va cliquer sur contrôle plus clic maintenu sur nos colonnes de quantité. Et là, on va insérer un graphique recommandé. Donc ça dépend après ce que l'on veut afficher comme graphique. Si on veut afficher celui-ci en barre empilée, on fait ça. Donc après, tu as aussi la possibilité de revenir sur les données que tu as indiquées sur ton graphique. Donc déjà, parce que quand tu sélectionnes ton graphique, tu vois que tu as tes colonnes d'affichés. Donc si tu prends un coin de la sélection, tu peux redimensionner. Par exemple, si tu veux enlever Mars, tu vois que ton graphique se met à jour automatiquement. Mais pareil, bah, si tu veux rajouter d'autres colonnes, ça va aussi se mettre à jour. Donc là, c'est moins parlant parce que évidemment qu'on ne verra que les ventes de janvier et février parce que les quantités sont bien plus faibles que le volume en euros. Pareil pour les lignes, tu peux réduire la sélection si tu le souhaites. Et l'avantage avec donc les tableaux structurés comme celui-ci, si jamais tu considères qu'il faut bien sélectionner toutes les lignes, c'est que si tu rajoutes un produit, il apparaît automatiquement sur le graphique. Tu as pas besoin de le rajouter. C'est dans le cas où tu considères qu'il y a vraiment toutes les lignes de ton tableau structuré qui vont rentrer dans ton graphique. Donc dans ce cas-là, c'est quand même plutôt pratique. Donc là, évidemment, je n'ai pas de données parce que je n'ai pas mis de quantité, mais si jamais j'en mets, tu verras que ça va se rajouter. Donc pareil, en cliquant sur ton graphique, en allant dans création de graphique, sélectionner des données. Ici, tu vas pouvoir directement supprimer ou modifier ou ajouter des colonnes ou des lignes qui vont apparaître sur ton graphique. Par exemple, on veut supprimer le mois de février, ça marche comme ça. Après, tu peux aussi très bien ajouter. Tu cliques sur ajouter ici. Et si par exemple tu veux ajouter le prix unitaire, donc le nom de la série, tu vas cliquer sur la case B2 et la valeur de la série. Donc là, je vais supprimer ce qui existait déjà et je vais sélectionner toutes les valeurs associées à ma série. OK. Donc ce qui apparaît ici, on va dire que c'est plutôt les données de la légende, mais après pour l'axe des abscisses, tu vois que là j'ai que des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne m'a pas détecté ce que je voulais. Donc là, il faut que je fasse modifier pour sélectionner mes abscisses. Donc là, c'est mes produits qui sont ici. Je fais OK. En cliquant sur tes autres colonnes ici, on voit que j'ai bien l'axe des abscisses qui est bien complété, donc c'est les produits. Donc là, j'ai pas de souci de ce côté-là. Tu peux aussi très bien modifier une donnée, hein, si par exemple,
Tu veux changer la sélection, tu veux que ce soit de E3 jusqu'à E8. OK. Et là, tu fais OK. Donc ça t'a ajouté le prix unitaire et ça t'a enlevé la quantité vendue en février. Donc évidemment, ce type de graphique n'est pas du tout parlant, mais c'est juste pour te montrer ce qu'on pouvait faire. Donc sachant que sélectionner des données, tu peux aussi y accéder en faisant un clic droit, sélectionner des données. Tu obtiens le même menu. OK, alors on a vu tout ce qui est création de graphiques, de sélection de données, voire de modification, des données des tableaux et donc des graphiques. Mais on n'a pas encore vu tout ce qui est mise en forme de nos graphiques, voire même modifier le type de graphique directement. Donc on va voir ça maintenant. Par exemple, si on veut afficher les ventes mensuelles des produits. Donc je fais CTRL plus clic pour sélectionner les colonnes qui m'intéressent. Puis je vais dans Insertion, graphique recommandé. Allez, on va prendre celui-ci. OK. Puis ensuite, si on veut modifier notre type de graphique, bah, on a le ruban ici qui nous propose modifier le type de graphique. Donc soit tu cliques dessus, soit tu fais clic droit, modifier le type de graphique. Et donc là, tu vois les différents types de graphiques par catégorie. Par exemple, les histogrammes, avec les histogrammes groupés. Donc là, tu as deux versions. Tu as la version où en abscisse, tu as chacun des produits d'affichés. Et là, c'est la version où tu as interverti les lignes et les colonnes. Et donc, tu as en abscisse les mois de vente. En haut, tu as aussi plusieurs types d'affichage pour les histogrammes. Tu as des versions 3D ici. En général, les deux premières nous intéressent plutôt pas mal. Là, c'est la version classique des histogrammes groupés. Mais tu as aussi les histogrammes empilés en deuxième. Donc c'est la même chose, c'est juste que tu auras une seule barre par produit. Et donc les ventes mensuelles vont être empilées pour un même produit. Donc pour info, tu as aussi la même chose pour les autres types de graphiques avec les courbes qui peuvent être interverties au niveau des lignes et des colonnes, puis des courbes empilées, des courbes avec des points. Tu as pas mal de possibilités. Tu as les secteurs, les barres comme on a vu tout à l'heure, les aires, et tu as aussi pas mal de graphiques un peu plus avancés, on va dire. Donc, allez, nous, on va choisir donc l'histogramme groupé, tout simplement, celui-ci. On clique sur OK. Sauf que, ah bah tiens, on veut rajouter une colonne, on va rajouter le préunitaire. Je vais faire clic droit, sélectionner des données, puis bah, à la fin, je vais faire ajouter pour ajouter ma colonne du préunitaire. Le nom de la série, c'est le nom de l'entête, donc c'est prix unitaire et la valeur de la série. Donc je vais supprimer cette partie-là et je vais directement sélectionner ma colonne où j'ai mes prix unitaires. OK. On voit que mes étiquettes des abscisses affichent des 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas parlant, il faut afficher les produits à la place. Donc je vais faire modifier et je sélectionne mes produits. Hop, OK. D'ailleurs, si je clique sur mes autres entrées de légende, j'avais déjà les abscisses de compléter, donc il me manquait juste à le faire pour le prix unitaire. Je clique sur OK et là, bah, évidemment, ça me le rajoute à la suite, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire apparaître sur ce graphique parce que le prix unitaire, c'est un petit peu à part de mes autres données. Donc pour cela, tu peux faire des graphiques un peu plus complexes qui vont mélanger histogrammes, courbes ou autres. Et ça peut être pas mal dans notre cas ici. Donc pour cela, bah, je retourne sur modifier le type de graphique. Et en fait, tu vois que tout en bas, tu as le graphique combiné qui te permet de choisir pour chacune des séries quel type de graphique tu souhaites. Donc, allez, pour les ventes janvier, février, mars, normalement, c'est à peu près la même chose. Donc, soit on prend un histogramme groupé, soit on prend un histogramme empilé. Les deux feront très bien l'affaire. On va prendre plutôt un histogramme groupé. Donc, pour février également, ce sera très bien. Et pour mars également. Par contre, pour le prix unitaire, on va peut-être éviter de prendre un histogramme groupé pour justement différencier cette série-là des autres. Donc là, pour le coup, une courbe, que ce soit avec des points ou pas, ça peut être pas mal. On va prendre celle-ci. Là, on a du mal à voir, mais on voit que la courbe, elle est quand même très basse, elle est peu visible. En effet, les ventes sont quand même beaucoup plus élevées en valeur que les prix unitaires, logiquement. Donc pour cela, tu peux cliquer sur axe secondaire. Donc cocher, afficher cette série sur l'axe secondaire. Et là, tu vois directement que tu as un axe secondaire qui apparaît et ta courbe prix unitaire, elle est beaucoup plus visible.
Faut faire attention à la lecture, hein, parce que faut savoir que cette courbe-là est associée à cette légende-là et les histogrammes sont associés à l'ordonnée ici à gauche. Bon, ça c'est pour te montrer, mais là on a du mal à voir, donc autant cliquer sur OK et voir ce que ça donne. Bah, voilà, c'est pas trop mal. Donc on a bien nos ventes mensuelles en histogramme. Donc on voit notamment que le grimoire ancien, en février, il y a eu pas mal de succès. Et tu as aussi le prix unitaire de chacun des produits. Donc prix unitaire qui d'ailleurs ne varie pas suivant le mois. Il faut bien faire attention de lire que le prix unitaire de la corne de licorne, c'est 900 € et non pas 14 000. 14 000, ça correspond à la vente plutôt de février, donc même 15 000 pour le grimoire ancien. Donc voilà, donc tout ce qui est graphique combiné pour associer des histogrammes et des courbes, ça peut être aussi des airs ou autre chose. C'est vraiment très pratique pour, parfois avoir une vue un peu plus synthétique sur un seul et même graphique. Après, je te conseille de ne pas non plus multiplier les légendes et les axes secondaires et cetera, parce qu'après, on risque aussi de s'y perdre un peu. Mais voilà, c'est toujours bien de savoir que tu as la possibilité de varier les types de graphiques. Maintenant, on va apprendre à transformer nos graphiques en véritables artefacts visuels qui sont puissants, qui sont mémorables, en gros, qui ont un véritable impact visuel. Et donc déjà pour cela, il faut qu'ils soient clairs dans le sens où ils doivent avoir un titre, une légende, des titres d'axes. Donc on va voir comment mettre ça en place sur ces 2 graphiques, par exemple. Donc déjà, on vient cliquer sur un des graphiques, donc celui-ci par exemple. Donc là, on voit que création de graphique apparaît à ce moment-là. Et donc là, on a la possibilité d'ajouter un élément graphique ici, avec différentes options, les axes. Donc là, si je mets ma souris dessus, on voit qu'il vient effacer l'axe horizontal principal. Pareil pour le vertical, il vient l'effacer. Donc là, on veut éviter ça, évidemment, parce qu'on veut laisser les unités, entre guillemets. Titre des axes, donc pareil, si je passe ma souris dessus, on voit qu'il vient m'ajouter un titre d'axe pour les abscisses ou pour les ordonnées. J'ai pas mal d'options. Après, tu n'es pas obligé de passer par ce menu-là du ruban. Tu peux directement sinon appuyer sur le plus. C'est peut-être un peu plus simple. Tu vois ce qui est coché en plus, ce qui n'est pas coché. Donc les axes, c'est déjà coché. Si tu cliques sur la petite flèche, en effet, tu as bien l'axe horizontal et vertical principal. Le titre des axes, ben là, on va le cocher tant qu'à faire pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là, on va mettre chiffre d'affaires. Là, pour le coup, et on aurait pu mettre une légende, là, on va pas le faire. On va dire que c'est assez parlant, les ventes janvier, ventes février, ventes mars. Donc, on va le supprimer. Ensuite, le titre du graphique, donc ça, évidemment qu'on va le cocher. Ce qui est important, c'est que le titre du graphique, il soit vraiment explicite, qu'on comprenne directement de quoi il s'agit. Donc là, il s'agit du chiffre d'affaires mensuel par produit. La légende, elle est bien cochée. On voit que je peux en fait décider si je la veux à droite, à gauche, en haut, en bas du graphique. En bas, c'était très bien. Le quadrillage, donc c'est facultatif. On voit qu'on peut avoir aussi du vertical ou même du horizontal ou vertical plus détaillé, on va dire. Il y a plus de lignes intermédiaires. Le quadrillage horizontal majeur principal, ça nous convient déjà bien. On va le laisser tel quel. Barre d'erreur, table de données, pour l'instant on les regarde pas trop, c'est pas trop important. Étiquette de données, c'est pas mal de le cocher parce que ça indique, tout simplement la valeur associée, pour ne pas forcément avoir besoin de le lire. Pour ce graphique-là, ce sera pas forcément une bonne idée de le mettre parce qu'il y a trop de valeurs, il y a trop de choses et ça devient illisible. On va laisser décocher. Donc même chose pour ce graphique-là. Donc là, on voit qu'il y a déjà un titre qui a été détecté. Pourquoi? Bah, parce que le camembert, il vient prendre les données d'une seule colonne, donc il a directement pris le titre de la colonne, vente totale. On va quand même le renommer, ce titre, en mettant une répartition des ventes totales. On va dire que c'est un peu plus parlant comme ça. Donc là, pareil avec le plus, bah là, j'ai un peu moins le choix. Donc la légende, je vais la laisser telle quelle. Et je peux ajouter par contre des étiquettes de données, ça peut être pas mal. Donc sachant que j'ai plusieurs options en termes d'affichage d'étiquettes de données. Donc pour ça, donc, je vais cliquer sur mes étiquettes de données et je vais faire clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et là, on peut voir les différentes options d'étiquettes qui s'affichent. Donc là, actuellement, on a coché valeurs. Donc il y a les valeurs de mon tableau qui s'affichent. Mais on voit qu'on a d'autres options. Donc on peut notamment afficher le pourcentage. Si je clique sur pourcentage, je vais peut-être enlever la valeur. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une répartition en pourcentage, ça peut être pas mal.
Je peux aussi rajouter le nom des produits directement sur mes étiquettes avec le nom de catégorie ici. Donc ça peut alourdir la chose, hein, donc pas forcément une bonne idée de le faire, mais ça peut être intéressant quand même. Là, il y a une sorte de séparateur, ça c'est plutôt entre le nom de catégorie et le pourcentage. Est-ce qu'on veut une virgule? Est-ce qu'on veut une nouvelle ligne? Nous, on veut une nouvelle ligne. Alors que là, si on met point virgule, ça le met de cette façon-là. Bon, nouvelle ligne, ça ira très bien. Et après, on peut ajuster aussi la position de l'étiquette. Donc là, justement, elle est en mode ajusté. Donc le graphique n'a pas trouvé de place ici, donc il l'a vraiment décalé. Sinon, on peut prendre bord intérieur ou bord extérieur ou centre. Donc là, le bord extérieur sera clairement le plus visible. Avec cette option-là, d'ailleurs, où j'ai rajouté à la fois le pourcentage et surtout le nom de catégorie, le nom de produit, ma légende, elle a beaucoup moins de sens de la laisser, donc je peux la supprimer. Après, bah, je peux réajuster la taille du graphique pour peut-être que ma légende soit un peu plus lisible. Donc voilà, par exemple, pour les modifications des titres, légendes, axes et étiquettes de données que l'on peut faire. On va voir aussi les différents styles de graphique que nous propose Excel. Donc, après avoir sélectionné ton graphique, tu vas dans Création de graphique. Et là, justement, tu vois différents modèles avec des mises en forme déjà prédéfinies. Si tu cliques sur la flèche, tu as un peu plus d'options. Tu vois que tu as pas mal de différentes mises en forme. Ça veut pas dire que tu es obligé de prendre un de ces styles-là, parce que tu peux très bien, toi, le faire toi-même. Tu as vraiment différentes configurations. Par exemple, celui-ci est très bien. Hop. On va regarder aussi pour celui-ci, création graphique. Tu as pas mal d'options. Celui-ci, pas terrible. Celui-ci, pas mal. Il ressemblait à celui qu'on avait fait, justement. Plutôt lisible au niveau des étiquettes de données. Enfin voilà, donc ces différents styles de graphique, ça peut te faire gagner du temps pour éviter de tout faire manuellement. S'il y en a certains qui te conviennent directement, tu peux les choisir. Après, évidemment, tu peux modifier la mise en forme, les couleurs, etc. Donc, par exemple, si on veut modifier cette couleur ici du grimoire magique, donc je viens cliquer ici pour le sélectionner. D'ailleurs, on voit que ça va bien sélectionner les données associées au grimoire magique uniquement. Je vais faire un petit clic droit. Donc le remplissage, donc quelle couleur je veux, donc par exemple si je veux celle-ci, on va dire celle-ci. Et le contour, bon pour le coup là il n'y en avait pas, donc je vais pas forcément en mettre, mais tu peux aussi mettre un contour si besoin. Donc là, sachant qu'on a juste vu la couleur de remplissage et le contour, mais en allant dans mettre en forme une série de données, tu peux aller un peu plus loin dans la mise en forme, avec des histoires d'ombre, d'éclat, de format 3D, donc tu as pas mal d'options. Et là aussi, ici, dans le remplissage et le contour, tu peux mettre un dégradé, un motif de remplissage, un effet de transparence. Donc il y a pas mal d'options. Ça, c'est vraiment pour des aspects de mise en forme. Ça vaut pas le coup de passer trop de temps là-dessus non plus. Pour gagner du temps, justement, tu peux définir à l'avance une palette de couleurs pour un peu plus de lisibilité et aussi pour avoir à chaque fois les mêmes couleurs types qui reviennent. Donc pour cela, tu peux aller dans l'onglet mise en page et en fait dans couleurs ici, là tu vois que j'ai une palette personnalisée. Donc déjà tu as des palettes ici prédéfinies. Donc à chaque fois quand je passe ma souris dessus, j'ai un peu tout qui se met à jour niveau couleurs. Et sinon tu peux cliquer sur personnaliser les couleurs et donc là tu peux choisir donc les couleurs qui t'intéressent avec notamment pour les couleurs accentuation 1 à 6 où là tu peux choisir les couleurs que tu souhaites. Donc à toi de voir quelles couleurs tu souhaites accorder ensemble. Est-ce que tu veux utiliser les couleurs que Excel te propose directement ici ou alors tu veux cliquer sur autre couleur pour personnaliser un peu plus et avoir un peu plus de choix sur ta couleur. Voilà, donc à toi de voir. Mais là, ce qui est pas mal, c'est qu'après, donc tu peux nommer ta personnalisation avec toutes tes couleurs associées ensemble et suffisamment accordées. Tu cliques sur enregistrer. Tu peux ensuite sélectionner ta palette. Et donc, une fois que tu as créé ta palette, tu peux bah, l'appliquer indirectement sur ton style aussi, le graphique, si ça ne se met pas automatiquement. Donc pour ça, tu sélectionnes ton graphique, tu vas dans création de graphique et tu peux modifier les couleurs avec ta palette. On peut aussi régler la mise en forme des axes, que ce soit l'axe des abscisses ou des ordonnées. Par exemple, pour l'axe chiffre d'affaires, je vais le sélectionner ici, puis clic droit, mise en forme de l'axe. Je vais pouvoir notamment indiquer une valeur minimum et maximum. Alors c'est vrai qu'en général, c'est plutôt bien fait, hein, ces options d'axe. Le minimum et le maximum, ils s'adaptent en fonction de nos données de notre tableau.
Alors c'est vrai qu'en valeur minimum, on aura tendance quand même à mettre un zéro pour éviter toute, tromperie visuelle, on va dire. Parce que en gros, si là, par exemple, on met, 10 000, on va croire qu'il y a un énorme écart entre cette valeur-là et cette valeur-là, du simple au double, alors qu'en réalité, c'est pas aussi drastique que ça. C'est-à-dire qu'on passe de 20 000 à 28 000. Tout ça parce que le minimum de l'ordonnée ici, c'est 10 000 € et non pas zéro. Donc pour éviter cela, je te conseille de réinitialiser, donc de vraiment mettre un minimum à zéro. Après tu peux ajuster le maximum, tu peux aussi ajuster les unités. Donc là, on a un pas de 5 000. Tu peux aussi faire un pas de 10 000 si tu préfères. C'est à toi de voir, mais tu peux modifier ici, sans problème. Donc il y a aussi l'axe secondaire qui apparaît ici pour les unités. Donc ça, c'est si jamais tu as aussi un axe secondaire sur la droite. Alors, ce qu'on a aussi ici, c'est, l'option nombre qui te permet de personnaliser le format de l'axe. Donc si je vais dans catégorie, tu peux choisir, donc est-ce que tu veux un pourcentage? Est-ce que tu veux, du monétaire? En général, c'est plutôt bien fait parce que ça reprend exactement les formats qu'on avait indiqués dans notre tableau. Donc si tu as bien au préalable configuré ton tableau pour avoir les bonnes unités, les bons formats de nombres, tu auras pas trop de soucis ici. Tu peux régler le nombre de chiffres après la virgule, donc le nombre de décimales. Donc tu peux mettre 2 si tu le souhaites et 0 là, ça ira très bien. Voilà, tu peux à la fois changer la catégorie de nombre et le nombre de décimales, même le symbole si tu souhaites que ce soit autre chose que des euros. Donc ce format en de nombres, tu peux le faire, pour les axes, tu peux aussi le faire pour les étiquettes de données qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, ici, si tu veux ajouter une étiquette de données, voilà. Si je sélectionne directement, j'ai les formats des étiquettes de données qui apparaissent. Si elles n'apparaissent pas directement sur la droite, tu peux faire clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Et tu obtiens notamment ici les options d'étiquettes qu'on a vues tout à l'heure, mais aussi le format tout simplement. Donc là qui reprend le format indiqué dans ton tableau. Mais sinon, tu peux très bien le choisir ici. Voilà, si tu veux que ce soit du monétaire, mais par contre qu'il n'y ait pas de chiffre après la virgule, bah, tu mets 0. Et voilà. C'est exactement la même chose que pour les axes. Petite option des graphiques un peu plus avancés, donc c'est tout ce qui est ligne de tendance. Donc ligne de tendance, ça va permettre un peu plus de résumer une tendance, une évolution, sous-entendu temporelle. En gros, les lignes de tendance ont un sens vraiment quand tu as une évolution au cours du temps d'une valeur, bah, par exemple à la vente. On va voir ça pour le grimoire ancien sur janvier, février, mars. Je vais faire une petite courbe. Je vais intervertir ligne et colonne. Voilà. Et donc je peux ajouter une ligne de tendance sur le plus ici, dans courbe de tendance. Ici, cette courbe de tendance, elle est pas trop utile, j'ai que 3 valeurs, 3 mois différents. Donc c'est vrai que cette courbe de tendance, elle sera plus utile quand vraiment tu as beaucoup de données mensuelles. Donc là, par exemple, on va étendre nos données jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, en fait, tu vois que la tendance, elle est linéaire, hein, c'est vraiment une droite. Ça nous permet de voir l'évolution au cours de l'année. On voit que c'est plutôt une tendance à la baisse, mais de pas tant que ça. Pour avoir un peu plus de propriété sur cette ligne de tendance, je fais clic droit, format de la courbe de tendance. Et là, tu vois que je peux avoir différents types de courbes de tendance, exponentielle, linéaire, moyenne. Je vais me permettre quand même de mettre à jour ma légende parce que ici, je ne l'ai pas fait. Faut que je tire aussi ça. Ce sera plus propre comme ça, parfait. Et si je sélectionne autre chose que le grimoire ancien, allez, plutôt la coquille de sirène, la croissance a l'air beaucoup plus exponentielle. Donc là, la courbe linéaire, c'est pas mal, ça montre vraiment une forte croissance. On peut encore plus montrer cette croissance qui s'accélère avec la courbe exponentielle, hein, parce que la croissance, elle est tout simplement exponentielle. Autre exemple, donc plutôt des données qui varient un peu plus. Allez, le masque rituel ancien, c'est vrai que les données ont l'air d'être assez variables. D'ailleurs, on va modifier ça aussi, voilà. Si je prends ma courbe de tendance, donc ici, c'est vrai que la notion de moyenne mobile, c'est pas trop mal. Ça me permet d'avoir vraiment une vision de l'évolution de vente d'un produit, notamment quand tu as une vente irrégulière comme celle-ci. Sachant qu'en fait, tu peux augmenter ta période pour avoir une vision un peu plus lissée, on va dire. Là, on va lisser tous les 3 mois, par exemple. Donc voilà, ça peut être une vision qui peut être, pas mal pour ajouter un peu plus de lisibilité sur ton graphique. C'est pas non plus, l'outil le plus utile, le plus fréquemment utilisé, mais c'est bon à savoir quand même, notamment pour, montrer l'évolution de vente au cours de mois ou années.
Ce qu'on peut ajouter aussi au graphique, c'est ce qu'on appelle les barres d'erreur. Alors les barres d'erreur, c'est plutôt pour illustrer une marge ou une incertitude. Donc c'est pas utile pour toutes les données, hein. C'est-à-dire que ça va être utile pour les sondages, les données expérimentales, les prévisions, mais aussi les moyennes de données. Mais par contre, pour tout ce qui est données réelles, donc là par exemple les ventes, ça va avoir peu de sens d'ajouter une barre d'erreur. Parce que là, c'est des données exactes, il n'y a pas de notion d'incertitude. Ça pourrait avoir un sens si, justement, il ne s'agit pas de vente réelle, mais de prévision et qu'on souhaite, ajouter une barre d'erreur représentant, l'incertitude. Donc pour, ce faire, tu appuies sur le petit plus et tu as la barre d'erreur à ajouter. Donc tes barres d'erreur sont ici, donc tu peux faire clic droit, format des barres d'erreur et c'est là où tu peux indiquer un peu plus, de paramètres que tu souhaites, comme, est-ce que tu veux que ce soit une erreur standard? Donc l'erreur standard, on voit qu'elle est figée. Tu as la notion de pourcentage où il te met 5 de la valeur, donc là, c'est très peu visible, mais tu peux tout à fait, changer cela. Si tu veux, par exemple, une incertitude de 20, ça sera tout de suite plus visible. Donc ce sera à chaque fois 20 de ta valeur, hein. C'est pour ça que là, l'écart semble plus élevé ici que ici. Tu peux même mettre une valeur fixe. Dans notre cas où c'est des ventes, réelles, donc ça a pas trop de sens de mettre de barre d'erreur. Ça peut être utile pour mettre en évidence un écart type lié à une moyenne, ça c'est sûr. Donc là, par exemple, j'ai calculé la moyenne de mes ventes sur les mois de janvier à juin, juste avec la fonction moyenne, hein, pour le grimoire ancien. Et après, la formule se déroule pour les autres produits. La formule de l'écart type, elle est comme ceci, donc c'est écart type point standard. Donc l'écart type, qu'est-ce qu'il vient montrer? Il vient montrer si les valeurs, donc là les ventes mensuelles, elles sont proches ou non de la moyenne. C'est-à-dire que si on a un écart type élevé, ça veut dire qu'il y a une grande variation autour de la moyenne. Donc là, par exemple, 15 000 € en février, alors que la moyenne est à 6 000 €. Là, c'est une grande variation, d'où un écart type élevé. Alors que là, par contre, pour la coquille de sirène, ça reste plus ou moins constant, on va dire, autour des 1 000 €. Donc on a quand même un écart type plus faible. Même en pourcentage par rapport à la moyenne, ça reste à peine plus de 10. Donc par exemple, si on fait un graphique qui représente les moyennes, je vais sélectionner les produits et les moyennes. Insertion, graphique, on va prendre des courbes, celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai pris les moyennes, mais je peux ajouter aussi des barres d'erreur. Droit, format des barres d'erreur. Donc là, il me prend l'erreur standard, hein, qui a l'air d'être fixe, hein. On voit que c'est plus ou moins 1 000 €. Donc nous, on va plutôt prendre, non pas écart type, mais directement une marge personnalisée. Et cette marge personnalisée, en fait, on va piocher dans l'écart type ici qu'on a déjà calculé. Donc on va spécifier une valeur, donc valeur d'erreur positive, donc on vient sélectionner notre écart type et valeur d'erreur négative, également notre écart type et OK. Donc là, on voit tout de suite qu'on a un énorme écart type pour le grimoire ancien, de fait d'une très grande variation de la vente, mensuelle, alors qu'ici on a beaucoup moins de variabilité mensuelle, ce qui fait qu'on a un écart type beaucoup plus petit. Donc là, on appelle ça barre d'erreur, mais pour le coup, là, ça représente vraiment l'écart type. Donc ça peut être utile de temps en temps d'utiliser ces barres d'erreur-là, ça dépend du contexte. Il faut vraiment pas l'ajouter pour le plaisir, il faut vraiment que c'est un sens. Je te propose maintenant de toi-même manipuler un peu plus les graphiques, surtout au niveau de la mise en forme, que ce soit les axes et leurs unités, les titres d'axes, les titres de graphiques ou même les barres d'erreur, légendes, courbes de tendance si tu le souhaites. Voilà, de tester sur des données, que tu souhaites. Ça peut être les graphiques que tu as fait tout à l'heure. N'hésite pas à regarder pour changer les couleurs, les mises en forme et manipuler un petit peu aussi ces éléments de graphique pour manipuler du coup aussi de ton côté, ces éléments-là. On va voir maintenant des graphiques un peu plus complexes qui vont permettre des analyses plus poussées. Donc c'est vrai qu'on va pas les utiliser dans toutes les conditions, mais dans certains cas, c'est quand même pas trop mal. Donc déjà, on a les graphiques type waterfall qui vont permettre de mettre en évidence des gains et des pertes. Donc là, par exemple, j'ai un tableau qui indique le chiffre d'affaires des ventes et toutes les charges associées qui viennent dégrader le chiffre d'affaires pour obtenir finalement le bénéfice net. Donc le bénéfice net, il est bien égal à la somme de nos montants, avec en positif le chiffre d'affaires et en négatif les charges. On va sur ce tableau-là, puis on va dans Insertion, et là on voit que dans les graphiques type, on a les graphiques en cascade. Donc je clique ici, cascade,
Et je vois donc des barres avec le chiffre d'affaires qui est indiqué en hausse et après toutes les charges qui sont mises à la suite des autres et qui viennent dégrader le chiffre d'affaires, donc qui sont en baisse. Alors là, par contre, le bénéfice net, il n'est pas censé être en hausse, il est censé être en total. C'est ce qui vient vraiment résumer tout ce qu'on a avant. Donc pour cela, je vais sélectionner uniquement cette barre de bénéfice, puis je vais faire clic droit, mettre en forme le point de données. Et là, donc, j'ai l'option définir en tant que total. Je vais cocher ça. Et là, tu vois qu'il se déplace. Et vraiment, on voit que le bénéfice net, c'est le résultat de tout ce qu'on a avant. Donc, du chiffre d'affaires auquel on déduit toutes les charges. Donc ça donne un graphique plutôt parlant. Il donne pas mal d'informations d'un coup. Évidemment, après, tu peux changer la mise en forme avec les styles qu'il te propose ou non. Donc tu vois que ce graphique en cascade, il s'appelle comme ça parce qu'on suit vraiment le cours d'une rivière, d'une cascade avec une baisse jusqu'à arriver au niveau du bénéfice net. Autre graphique que tu peux faire, un peu moins courant, mais ça peut être vraiment pas mal pour une présentation. Ce sont tout ce qui est cartes du monde, de France, d'Europe. En gros, tu as une fonctionnalité sur Excel qui te permet de faire une carte directement. Là, si on veut montrer un niveau de chiffre d'affaires par pays, je vais pouvoir le symboliser sur une carte d'Europe parce que j'ai mis que des pays d'Europe. Donc je vais dans Insertion, puis Carte. Voilà, cette carte-là, voilà. Et tu vois que j'ai ma carte d'Europe qui s'affiche, donc il m'a automatiquement détecté mes noms de pays. Avec la légende ici, avec un chiffre d'affaires faible en Belgique, plus élevé au Royaume-Uni. De fait, il faut faire gaffe à l'orthographe des pays, parce qu'une simple erreur, une faute de frappe, fait que ton pays ne va pas être détecté. Là, la France, ça ne va pas fonctionner. Et aussi, si tu veux rajouter un pays en dehors de la France, dans ce cas-là, tu vas avoir carrément la carte du monde qui s'affiche. Ensuite, si tu veux une carte de France avec les différentes régions d'indiquer. Donc là, pareil, il faut faire gaffe à l'orthographe, mais c'est bien plus que ça. Il faut même faire gaffe au nom des en-têtes. Donc là, j'ai mis province en nom d'en-tête. Et on va voir que si je mets région, ça va pas fonctionner. Donc je vais dans Insertion, Carte. Donc là, on voit bien qu'il m'a détecté toutes mes régions parce que j'ai une couleur pour chacune qui correspond à ma graduation de chiffre d'affaires. J'en ai aucune qui est en grisé. Je peux changer la couleur de la légende si je souhaite. Par exemple, là, je modifie les couleurs, je fais plutôt ces couleurs-là. Bah voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si là je mets région? Eh bien, il me détecte la France parce que je l'ai bien mis, j'ai bien mise ici. Par contre, il ne me détecte pas la région. Il n'a pas compris parce que je n'ai pas mis province en en-tête. Si je mets pas l'accent circonflexe sur Rhône-Alpes, alors il a compris, donc ça c'est cool. Il est pas à cheval sur l'accent circonflexe. Par contre, si j'enlève un S, là il comprend pas. Donc faut quand même bien respecter la dénomination. Donc bien veiller à mettre province en en-tête, le nom exact des régions, bien mettre aussi le pays en deuxième colonne, sinon il va pas détecter que c'est la France, donc ça va pas forcément fonctionner. Et après ta donnée ici. On peut aller encore plus loin au niveau du détail de notre carte avec les départements de rajouter. Donc pour ça, j'ai regardé sur internet la liste des départements avec en face les régions associées. Donc tu peux la voir par exemple sur le site du gouvernement. Donc bien avoir une colonne pays, une colonne département, une colonne province, hein, toujours l'appeler province, et ma colonne chiffre d'affaires dans mon cas si je veux montrer la variation du chiffre d'affaires suivant les départements. Donc je vais sur mon tableau, puis dans Insertion, je vais dans Cartes. Alors là, il m'a l'air de m'avoir bien détecté mes départements, sauf certains. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils sont en grisé, donc on a celui-ci et celui-ci. Donc soit j'ai fait une erreur sur mes départements, soit c'est Excel qui a des exigences un peu particulières sur le nom des départements. Et on va voir que c'est plutôt le deuxième cas normalement. Donc on a déjà le département Alpes-Haute-Provence qui est celui-ci et qui est du coup grisé. Après quelques tests, j'ai vu que en retirant le Alp et le tiret, dans ce cas-là, c'était bien détecté. Petite astuce qui peut être amenée à changer, hein, parce que Excel peut mettre à jour après les noms de départements et on peut avoir ça de résolu par la suite, voire même d'autres erreurs qui apparaissent. Et celui-ci, alors ça va être le 44. Alors là, c'est en enlevant Loire et le tiret que ça devrait fonctionner. Et voilà. À chaque fois, c'est le premier mot que j'ai enlevé et ça a fonctionné. Donc comme ça, j'ai ma carte de France avec le chiffre d'affaires réparti suivant les départements. Ce que tu peux faire sur ta carte de département, c'est de créer ce qu'on appelle un segment.
un segment qui va te permettre de filtrer sur une partie de ta carte, donc de filtrer les données. Par exemple, si on veut filtrer uniquement sur certaines régions. Donc comment le faire? Donc déjà, je vais sur mon tableau, puis je vais dans Insertion, Segments. Donc là, il me propose d'insérer plusieurs segments. Est-ce que j'ai un segment sur le pays ou le département? Pas forcément. J'ai plutôt envie de le prendre sur la province. Donc je vais cliquer sur OK. Donc là, tu vois la liste des provinces. Donc si je clique sur une des provinces, eh bien j'ai uniquement les provinces qui s'affichent. Par contre, on voit que sur mon graphique, je peux plus rien voir. Tout simplement parce que là, en fait, on a filtré. C'est comme si on avait filtré et du coup, c'est comme si on avait masqué certaines lignes, dont les lignes qui contiennent notre graphique. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, et je vais tout simplement mettre mon graphique autre part, hein, que ce soit dans une autre page ou en bas du tableau. Nous, on va le mettre dans une autre page, donc je vais faire CTRL X pour le couper, puis CTRL V. Comme ça, je l'ai directement sur une autre page. Je peux même couper, coller mon filtre ici pour que ce soit un peu plus sympa. Allez, filtrons par exemple sur Bourgogne. Là, c'est magique. Tu vois que j'ai la Bourgogne qui s'affiche avec les différents départements associés. Donc, c'est quand même pas trop mal. Et tu t'imagines que ce type de segment, tu peux faire aussi sur les départements, mais aussi sur les pays, si jamais tu as plusieurs pays d'affichés. Tu peux aussi faire un filtre multiple, hein, c'est-à-dire d'avoir plusieurs provinces d'affichés. Il faut juste que tu cliques sur la sélection multiple ici, puis que tu cliques sur les autres régions qui t'intéressent. Donc ça peut être utile également. Donc là, tu retrouves notre fameux filtre qui efface tous les filtres. Faut faire juste attention à ce petit icône-là parce que si je l'ai de sélectionner ici, vu qu'elle est en couleur, quand je vais cliquer sur une des provinces, tu vois qu'elle vient se désélectionner. Chaque fois, ça se désélectionne. Alors que si elle était décochée, quand je clique sur une région, directement, ça me l'affiche. À toi de voir ce que tu veux faire, mais c'est quand même pratique de connaître le rôle de cette icône-là. Avec ce type de graphique, tu peux vraiment montrer de façon très visuelle les forces et les faiblesses, de chacun des territoires de ton royaume. Donc c'est vraiment parfait pour des analyses de vente, des analyses commerciales. Ce type de graphique, il est possible avec Excel 365 si je ne me trompe pas. C'est vraiment un petit plus pour, renforcer tes présentations en particulier. Je vais te montrer aussi un autre type de graphique qui sont les sparklines, qui sont des mini graphiques qui apparaissent directement dans des cellules de ton tableau. Ça te permet de voir directement une tendance, par exemple une évolution des ventes mensuelles, directement dans une cellule. Alors déjà, on va choisir la cellule dans laquelle on voudra avoir l'évolution, donc les mini graphiques. On va peut-être en créer une, donc en colonne N, on va mettre total. Donc dans celle-ci, on va rien mettre. Je vais sélectionner ma colonne totale. Puis je vais aller dans Insertion, Graphics Sparkline, on va dire sous forme de courbe, ça ira très bien. Ma plage d'emplacement, donc elle a bien été détectée, mais maintenant il faut que je complète ma plage de données. Donc où est-ce qu'il va chercher les données? Il vient les chercher donc dans les colonnes précédentes. Donc je vais sélectionner toutes mes colonnes précédentes, donc de la case B3 jusqu'à la case M7. OK. Donc là, si je vais à droite, on retrouve nos mini courbes Sparklines, où là je peux voir assez rapidement l'évolution. Là on voit que par exemple pour la coquille de sirène, ça augmente plutôt pas mal, alors que c'est un peu plus irrégulier pour par exemple la peau de basilic. Tu peux aussi avoir d'autres versions de ta Sparkline, hein, si tu cliques ici, tu peux changer le style, hein, la couleur par exemple. Tu peux afficher plutôt en forme d'histogramme, notre style. Donc sachant que tu peux également compléter avec une donnée ici, hein, si tu veux quand même mettre le résultat sur cette cellule-là, tu mets la somme, hein, entrée, voilà. Donc dans ce cas, je vais peut-être mettre une autre couleur. Ça surcharge un petit peu, hein, c'est pas forcément la bonne manière de présenter les choses. Peut-être que déjà en courbe, c'est un peu plus parlant et c'est vrai que le texte a tendance à masquer un petit peu la courbe. Mais après tu peux également la mettre en forme comme tu le souhaites, cette sparkline-là. Donc la couleur, l'épaisseur également, si tu veux que ce soit un peu plus épais pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc tu as de quoi faire pour ces mini graphiques-là qui peuvent être plutôt pas mal. Si tu pas forcément la place ou l'envie de créer un graphique, complet, ça peut être pas mal. À utiliser avec parcimonie parce que ça peut quand même surcharger ton tableau. Voilà, maintenant tes données sont beaucoup plus parlantes, beaucoup plus visuelles. Si tu veux t'entraîner via des fichiers Excel que je te mets à disposition, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Tu vas même accéder à l'ensemble de la formation gratuite. Tu peux aussi accéder au module suivant, le module 4, sur les tests logiques et les conditions.